Bonjour, je m'appelle Christophe Desrumeaux, je suis donc partenaire chez Demeter, société de gestion qui lance et qui va gérer le futur fonds industriel des métropoles, dont on va parler un petit peu après. Et donc je laisserai les différents intervenants se présenter au moment de leur première prise de parole. On va donc parler d'amorçage industriel. Et je vais commencer par donner la parole aux deux métropoles qui sont à l'initiative du fonds dont on parlera plus tard, donc les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne, pour nous expliquer un petit peu, peut-être en prenant un peu de recul au départ, comment ils voient l'accompagnement industriel et à l'intérieur de l'accompagnement industriel, la problématique du financement. Et à l'intérieur de la problématique du financement, on parle là du sous-segment de l'amorçage industriel, de ses challenges, mais heureusement également de ses solutions. Et donc je propose à Florent de prendre la parole pour démarrer. Bonjour, donc, Florent Chante, moi je suis responsable du développement local à la métropole de Lyon. Et je dois dire que je suis très heureux d'être ici. Le salon de l'industrie pour la métropole de Lyon, c'est un salon qui est très important puisque l'économie lyonnaise repose sur l'industrie aujourd'hui et hier, aujourd'hui comme hier. À peu près 18-20% des emplois sur la métropole de Lyon sont directement liés à l'industrie. Et on a à cœur d'accompagner les entreprises industrielles au quotidien, avec notamment une équipe de développeurs économiques qui accompagnent ces entreprises sur les territoires tous les jours pour régler leurs problématiques du quotidien. On a pu, dès qu'on a voulu se dire comment passer dans une phase de reconquête industrielle, parce qu'il faut quand même l'avouer qu'on a subi, comme tous les territoires, une période de désindustrialisation, qui a commencé à retomber à un niveau d'équilibre. Il y a 2-3 ans, on a commencé à se dire on peut peut-être repartir à l'offensive sur la question de l'industrie, vraiment. Et à ce moment-là, on s'est dit comment on va faire, quoi, comment on peut recréer de l'industrie. L'enjeu était moins de développer à partir de grandes entreprises industrielles qui étaient présentes sur le territoire, mais qui maintenant s'inscrivaient dans des stratégies mondiales et où les sites lyonnais, même s'ils étaient historiques, on a ici des gens comme Sanofi ou Renault Trucks qui sont là depuis très longtemps, mais qui sur le territoire avaient tendance plutôt à désindustrialiser parce qu'ils avaient d'autres territoires à conquérir que ceux qui étaient leur berceau d'origine. Donc on s'est dit, il faut partir de la dynamique entrepreneuriale. Sur la métropole de Lyon, on a 30 000 créations d'entreprises par an. C'est énorme. C'est un mouvement social qui est à l'échelle de la France, qui n'est pas hyper particulier à la métropole de Lyon, mais sur la métropole de Lyon, on a de la masse. On a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas entreprendre pour entreprendre, mais qui veulent entreprendre pour donner du sens à leur vie, donner du sens à leur projet. Donc, ils vont s'inscrire dès le début dans la transition écologique, dans une dimension sociétale, et qui sont attirés aussi par cette dimension qui est beaucoup plus concrète que d'autres typologies d'entreprises, sur les entreprises industrielles où on fabrique, on fait, on voit le résultat de son travail à la fin de la journée. Ça attire de plus en plus. Donc c'est à la croisée de ces trois aspirations qu'on a imaginé créer un outil financier pour aider les entreprises. Il y a eu d'autres conférences dans ces jours-là qui ont expliqué la dimension ressources humaines, la dimension immobilière autour de l'industrie qui sont des enjeux forts. Mais il fallait aussi un outil financier et c'est ce fonds d'amorçage qu'on a imaginé. Parce que l'industrie a une vraie problématique au niveau du financement, c'est qu'il faut beaucoup d'investissements. Il faut des investissements lourds pour acheter les machines, c'est très gourmand en capital. Et ça met beaucoup de temps à être rentable. On est sur des échelles de temps longs avant d'avoir un véritable retour sur investissement. Et en plus, quand on crée un nouveau projet, on a les mêmes problématiques que tout projet entrepreneurial. C'est que c'est risqué, c'est que les gens vous regardent en disant « est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va réussir ?» Donc tout le monde est un peu prudent quant à vous financer, évidemment. Et donc, dès le début, quand on a souhaité lancer ce projet, on a eu la chance de rencontrer l'initiative de la Caisse des dépôts TIGA et on s'est tourné vers Saint-Étienne pour répondre à cet appel à projet et être lauréat. Et je laisse la parole à mon collègue qui nous a répondu oui tout de suite. Oui, merci Florent. Donc, je propose à Christophe de se présenter également et de nous expliquer quelle a été la résonance côté Saint-Étienne de cette réflexion que Florent vient de nous exposer. Merci Christophe. Donc Christophe Bernard, je suis directeur de la direction de l'enseignement
de l'innovation, de la recherche et de l'entrepreneuriat à la métropole de Saint-Étienne. Donc oui, effectivement, la métropole de Saint-Étienne a répondu en écho à l'appel du pied de la métropole de Lyon. J'allais dire c'était tout à fait naturel, parce que c'est une histoire qui date depuis très 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 longtemps, pour remonter jusqu'à pratiquement la première révolution industrielle, où les deux territoires se sont associés pour pouvoir passer ce premier cap avec une spécialisation plutôt textile, ruban, etc. sur Lyon, et puis sur Saint-Étienne, bien évidemment, le cycle et les armes, essentiellement. Et donc cet axe de collaboration est, je vais dire, naturel aujourd'hui. Et comme l'a très bien dit Florent, nos territoires ont souffert de la désindustrialisation. Et face au frémissement qu'il y a pu y avoir il y a quelques années et qui se confirme là aujourd'hui, et la crise Covid n'a fait qu'accélérer les choses, eh bien, c'était évident que notre réunion ne pouvait créer que des synergies. Et pour le territoire stéphanois, ce fonds, je vais vous l'expliquer très rapidement, permet de compléter une palette importante d'accompagnement de la création, voire de l'invention jusqu'à là maintenant l'industrialisation des projets et des produits qui sont créés sur le territoire. Lors du premier mandat de Gaël Perdriau, président de la métropole de Lyon, de Saint-Étienne, Gaël Perdriau a souhaité booster tout ce qui est projet innovant. Et il y a un dispositif qui a été mis en place par la métropole qui va permettre de faire sortir des laboratoires de recherche les inventions pour les mener vers l'innovation, donc sur le transfert technologique, avec la mise en place d'une fondation qui va permettre de financer des post-docs, d'accompagner des projets qui ne sont pas encore à l'état d'entreprise, de start-up, mais de pouvoir les accompagner pour faire une étude de marché, voir le modèle économique, etc. Une fois que cette étape est passée, il y a un dispositif qui existe, le dispositif d'initiative à l'innovation, le D2IN, qui va permettre d'accompagner les entreprises, notamment pour faire leur preuve de concept. Une fois cette étape passée, la preuve de concept, et c'est là que le fonds d'amorçage arrive, va permettre d'apporter et d'accompagner l'entreprise sur la phase plus importante de commercialisation et d'industrialisation. Alors pourquoi l'industrie ? Eh bien tout simplement parce qu'à Saint-Étienne, l'industrie c'est un marqueur très fort du territoire. La métropole en a fait une filière d'excellence. On a deux filières d'excellence, donc l'industrie 4.0 et la filière santé. Donc c'est tout à fait logique qu'on se retrouve aujourd'hui à côté de Lyon, en sachant que le dispositif que je vous ai décrit, en 6 ans, a permis de lever 50 millions de fonds auprès d'entreprises. Merci beaucoup. Donc on vient de dire une vraie volonté de mettre l'accent sur l'amorçage industriel avec des vrais challenges qui ont été rappelés au niveau de l'intensité capitalistique, donc les tickets à investir pour amener un produit au marché, et puis des délais importants qu'on illustrera d'ailleurs juste après. Ça, c'est la théorie, mais en fait, quand on regarde la réalité dans la vraie vie, c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde l'émergence des licornes françaises, elles ne sont pas toutes là, mais il y a quelques noms que vous connaissez tous. Il y a une grosse prédominance des secteurs numériques, où effectivement il y a une possibilité de déploiement plus massif, plus rapide, etc. Donc ça explique pourquoi effectivement l'amorçage industriel nécessite un traitement particulier. Mentionné OVH ici, qui est un peu un ovni, une exception, qui n'est d'ailleurs pas un exemple de la filière un peu classique issue de l'innovation au sens où on l'entend dans nos écosystèmes. Alors heureusement, il y a quand même un peu de lumière au bout du tunnel. Je voulais mentionner deux sociétés, Insect et Aledia, qui sont quand même des pré-licornes, si je peux utiliser ce terme-là, qui ont des vraies stratégies industrielles locales. Donc Insect, usine pilote à Dole dans le Jura, et qui construit en ce moment même une grosse entité à Amiens. Et puis pour Aledia, un ancrage du côté de Grenoble. Donc voilà, c'est possible de lever des fonds de manière progressive et une fois que le marché s'approche, de manière extrêmement massive, comme ça n'était peut-être plus le possible
il y a quelques années. Et puis on est très heureux chez Demeter d'avoir accompagné en amorçage ces deux sociétés, Insect et Aledia, et de continuer à le faire. Pour illustrer le temps long, le premier tour de table chez Insect, c'est 2014, c'était il y a 7 ans, et la société construit en ce moment sa première usine de volume pour avoir un démarrage commercial. Aledia, c'était en 2012, et un peu de manière parallèle, 9 ans plus tard, Aledia construit une première usine au-delà de ses lignes pilotes à Échirolles, une première usine pour faire des produits en grande série. Donc effectivement, quand on parle de temps long, etc., on est sur 10 ans, 12 ans, 15 ans pour accéder au marché, et donc il faut un traitement particulier. Et si on avance dans le déroulé de cette présentation, on va vers les solutions, c'est-à-dire une fois qu'on a posé le constat de dire il y a un vrai besoin, il y a un vrai rationnel pour aller sur ce segment-là, et des challenges qu'il faut savoir adresser, eh bien, il y a évidemment des solutions. Donc en premier lieu, je prêche 30 secondes pour ma paroisse, on pense qu'il faut des sociétés de gestion spécialisées. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la réalité. Il y a des gens qui font, c'est pas binaire, mais qui font principalement du numérique, et d'autres qui font principalement de l'industrie, parce que ce sont des réflexes différents, etc. Et donc sur les 170 investissements que Demeter a réalisés depuis 2005, il y en a plus des deux tiers qui ont été réalisés dans les sociétés industrielles. Donc on n'est pas les seuls, et on est très content d'avoir des confrères dans notre écosystème. On n'est malheureusement pas assez nombreux. Ensuite, je voudrais qu'on parle des corporates, parce que en fait, les corporates industriels, ils ont un vrai rôle à jouer dans ce segment-là, parce que leur perception du risque industriel n'est pas du tout le même. Ils vivent dedans tous les jours. Ils ont une perception du temps long par construction également. Donc ils sont présents, et ils sont d'ailleurs de plus en plus présents dans le segment du capital risque technologique et industriel, et c'est très bien. Et je voudrais proposer à Grégoire de GRDF d'illustrer ce propos en nous expliquant quelle est la vision du groupe sur ce sujet. Merci Christophe. Bonjour à tous. Grégoire Beu, je suis le directeur territorial Lyon Métropole pour GRDF. Alors GRDF, c'est pas une entreprise nouvelle, c'est un groupe que tout le monde connaît. C'est une entreprise qui a décidé de se transformer en profondeur pour passer de la distribution de gaz naturel à la distribution de biogaz à 100% dans nos réseaux d'ici 2050. Donc déjà, je parle de 2050 avec cette vision stratégique qui fait évidemment partie du temps long. C'est pas une transformation qu'on peut opérer seul. On l'opère forcément avec les collectivités territoriales de là où le réseau est implanté, bien sûr. Mais aussi, c'est tout l'écosystème gazier, toutes les entreprises des gaz verts qu'on tient à accompagner pour une transformation qui soit vraiment sectorielle. Parce que les innovations, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient sociales, environnementales, elles viennent de ces PME qui fourmillent, que ce soit autour de la métropole de Lyon ou de la métropole de Saint-Étienne. Et c'est donc ces entreprises qui doivent être des vrais partenaires pour GRDF. Ce sont déjà en partie des partenaires. On partage de la R&D, on partage énormément de choses avec ces PME. Là, le fonds est une vraie opportunité d'aller plus loin. D'autant plus qu'on a un véhicule particulier, c'est qu'on a signé un contrat de concession en février 2020 avec la métropole de Lyon. Ce contrat de concession, il nous fait passer d'une logique de gestion de patrimoine à une vraie logique de partenariat vers la transition écologique. Quand je dis partenariat, le mot n'est pas vain, parce que c'est un vrai engagement financier. On va dépenser 1 million d'euros chaque année pour la transition écologique. En partie pour des actions de transition écologique, pour aller vers la sortie du fioul, vers l'amélioration plan climat et puis l'amélioration de la qualité de l'air, à travers la mobilité au GNV, au bio-GNV, à travers l'essor des ENR et donc du biométhane. Ça, c'est cette transformation qu'on opère. Ce qui est important de voir, c'est que ces PME sont avec nous, elles font partie de ce dispositif. Ce dispositif, il a aussi un deuxième véhicule qui est un dispositif innovant, qui fait partie de notre contrat, qui vise à ce qu'on s'engage dans la transition écologique. Et ce dispositif, il est concret au travers de ce fonds
ce fonds pour la transition écologique, FIM, dans lequel GRDF investit 5 millions d'euros sur ses fonds propres pour devenir pleinement partenaire. Donc c'est vraiment pour nous une occasion d'aller plus loin. Et puis c'est une opportunité superbe de s'ancrer vraiment localement, aller plus loin et accompagner ces entreprises dans le temps long, là où ils ont besoin forcément tout de suite d'actifs supplémentaires. Le temps long, je crois qu'un contrat de concession, c'est une quinzaine d'années, c'est ça ? Donc on retrouve un peu les durées qu'on évoquait précédemment pour accompagner tout à fait. Jusqu'au marché des aventures industrielles ambitieuses. C'est exactement ça, un contrat de concession, c'est 15 ans. Notre vision stratégique, elle est aujourd'hui à 2050, donc on a forcément besoin d'emmener ces entreprises de façon très pérenne dans le temps long. Merci Grégoire. Donc dans les solutions des acteurs spécialisés, des corporates impliqués qui retrouvent au niveau de leur agenda en fait des synergies avec ce type de dispositif. Florent, je voudrais te proposer peut-être de commenter les deux derniers points au niveau des solutions, des idées qui peuvent émerger au niveau d'outils auxquels on peut penser pour faire aussi la transition vers la suite. Oui, et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi une collectivité territoriale comme la métropole de Lyon, par exemple, s'investit et investit financièrement dans un fonds alors que ces métiers sont des métiers qui vont de l'insertion aux services urbains. Parce que si on ne mettait pas d'argent dans ce fonds, on ne pourrait pas infléchir sur finalement son business model et sa finalité. C'est parce qu'on est le principal investisseur dans ce fonds avec Saint-Étienne qu'on a pu écrire le cahier des charges de ce fonds, qu'on a pu et qu'on a pu dès le début poser comme une durée de vie du fonds d'un minimum de 12 ans, comme un des entrants, quelque chose qui était non discutable. Que le fait que ce soit un fonds qui soit complètement dédié à l'industrie, ce qui est assez rare sur les fonds. Donc cette action publique, cet investissement public, alors il faut trouver un équilibre, parce que derrière, il faut aller chercher aussi des investisseurs privés. Donc il faut pas faire un cahier des charges qui soit complètement à côté de la plaque et qui rencontre pas son marché. Mais on peut aller au maximum de ce qu'on peut faire dans cet équilibre entre nos enjeux territoriaux qu'on a identifiés, parce qu'on connaît notre territoire, on connaît nos entreprises, on connaît les besoins du territoire, et ce qu'on peut faire pour rencontrer aussi des co-investisseurs qui viennent investir avec nous, parce que ça va les intéresser en termes d'innovation, parce que aussi l'outil est rentable. Demain, on pourrait imaginer, et ça on est un peu dans la prospective avec Christophe, que s'il y avait une deuxième génération de fonds, on l'ouvrirait directement même aux citoyens de nos territoires qui pourraient investir dans ces fonds. Alors ces fonds présentent des risques, on peut aussi tout perdre dans ce qu'on met dans un fonds. C'est pas un PEL, mais ça permettrait aussi d'investir les citoyens. Puis l'objectif, c'est pas qu'on perde tout, parce qu'il y a des très belles entreprises sur le territoire dans lesquelles on va investir, donc le fonds sera rentable. Donc pourquoi pas demain l'ouvrir directement aux citoyens? Oui, et d'aller au bout de la démarche pour que les personnes s'approprient l'outil et une visibilité sur les entreprises de leur territoire dans lesquelles le fonds investit, etc. Ça fait sans doute un bon lien avec la conférence qui va nous suivre. Mais c'est une piste pour la suite. Et on voit qu'avec la résonance qu'il y a aujourd'hui sur ces thématiques et l'appétit, c'est sans doute une piste à explorer. Donc on terminait sur des véhicules d'investissement adaptés avec des durées de vie étendues et puis un engagement public significatif. Et bien c'est ce qui a donné naissance à ce fonds d'amorçage industriel des métropoles. Vous avez ici un peu la carte d'identité, puis on a essayé d'être très concret sur les critères d'investissement. Je ne sais pas s'il y a des startups potentiellement candidates dans l'assistance, mais l'idée était de vraiment être le plus clair possible sur ce qu'il est et la façon de candidater et comment être éligible. Donc c'est un véhicule de 80 millions d'euros qui investira des tickets de plusieurs millions d'euros dans chaque société. Donc être un investisseur actif qui est capable de peser sur les histoires industrielles dans un portefeuille. Donc si on fait un petit peu les ratios, qui fera 20 à 25 sociétés. Donc les critères d'investissement sont relativement simples. Il faut avoir une empreinte industrielle, transformation, assemblage, fabrication, ça peut être assez différent, mais il faut qu'elle soit réelle et factuelle et qu'elle s'implante sur l'une des aires d'attractivité urbaine des métropoles.
Ensuite, d'un point de vue industriel, tous les secteurs sont éligibles, il n'y a pas d'exclusion. Évidemment, on s'appuie sur les pôles d'excellence, puisque l'idée, c'est d'accompagner quand même les savoir-faire existants dans leur transformation. Mais encore une fois, ça n'est pas exclusif. Et puis, en termes de maturité, on a voulu être relativement souple. Il y a une poche amorçage, avec une définition relativement qualitative. C'est une boîte qui lance son premier produit, qui ne fait pas de revenus ou un petit peu de revenus. Et puis une poche capital risque, où on aura des sociétés qui ont déjà lancé des produits, qui font du chiffre d'affaires, avec une ligne rouge qui ne sera pas franchie par le fonds, c'est la non-rentabilité. On ne va pas dans le capital développement, on reste fidèle à l'esprit de la prise de risque et de l'accompagnement de jeunes sociétés en conquête, en croissance. Et puis, bien sûr, démontrer une activité à impact positif. On est dans l'industrie durable, l'industrie de demain, et ça sera un critère qui sera très suivi, non seulement au niveau des choix d'investissement, mais aussi dans le temps, au niveau de la contribution du portefeuille, en termes d'impact. Voilà, je voudrais qu'on parle aussi d'un retour d'expérience et un témoignage d'une société de notre portefeuille, puisqu'on a la chance d'avoir Louis, qui est fondateur et CEO de Wattsens, et pour qu'il nous donne un peu son retour d'expérience de l'amorçage industriel, de la façon dont il a traversé cette phase, et puis des clés, peut-être des bonnes idées qu'il peut partager avec nous tous pour la suite. Louis, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis Louis Vermorel, le fondateur dirigeant de Wattsens. Donc Wattsens en français, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la GTB pour les bâtiments de taille intermédiaire. GTB, gestion technique de bâtiments. Donc ici sur le salon, il y a forcément une GTB, donc la gestion de la clim, la ventilation, le chauffage, l'éclairage, la sécurité, les accès, etc. etc. Donc c'est un mélange de solutions d'électronique et informatique. Et si c'est très présent dans les grands bâtiments, tels qu'aujourd'hui sur ce salon, c'est très peu présent dans les bâtiments de taille intermédiaire. Donc pensez à une copropriété, un logement social, un Lidl, les écoles, etc. etc. Donc les bâtiments, nous, notre spécialité, c'est 500 à 5000 m². Et à quoi ça sert? Ça sert à améliorer le confort des usagers, ça améliore la qualité d'air, c'est un sujet d'actualité. Ça sert à réduire la consommation énergétique des bâtiments et à réduire le coût des opérations de maintenance. Voilà, donc une petite illustration de... Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la box qu'on voit en haut à gauche et elle se connecte par fil ou par radio, donc par onde avec des objets IoT, où elle se connecte de façon filaire avec les équipements des bâtiments, chaudière, climatisation, ventilation, etc., etc. Et cette box, elle va permettre de récupérer la donnée des sondes, des équipements, et elle va permettre de piloter, d'optimiser le fonctionnement des systèmes techniques du bâtiment. Et notre innovation, c'est qu'on a permis on a créé une solution qui, avec une seule box, on peut connecter l'intégralité des systèmes techniques d'un bâtiment. Et la solution est très simple, c'est-à-dire qu'un technicien, le technicien du site est en mesure de l'installer et la maintenir. Donc c'est un très gros décalage avec les solutions de GTB, de gestion technique du bâtiment traditionnelles, qui coûtent 10 fois, 20 fois le prix et qui sont installés et maintenus par des spécialistes, des automaticiens. Donc notre but, c'est de démocratiser la gestion technique des bâtiments dans tous les bâtiments pour réduire leur impact carbone et améliorer en même temps le confort et la santé pour les occupants. Donc Wattsens, c'est une société que j'ai fondée en 2017. J'avais passé 13 ans dans un groupe industriel qui s'appelle Danfoss, qui est une multinationale, on parlait des multinationales, qui est implantée dans l'Ain, avec à peu près 1000 salariés en France. Et moi, j'avais travaillé un petit peu partout dans le monde. J'avais habité en Chine, à Dubaï, en Angleterre, au Danemark, etc. Et donc, quand j'ai voulu créer ma société, j'étais naturellement, à ce moment-là, je vivais au nord de Lyon. Et donc, je me suis lancé là, en voyant et en me disant, si ça ne marche pas, j'irai ailleurs, à Paris ou à Berlin. Et au final, mon expérience, c'est qu'on a pu recruter des très grands talents à Lyon. Dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'informatique, c'est notre premier poste de recrutement.
Et donc, comme ça a marché très bien, les recrutements qu'on a fait, l'équipe a bien grandi, a bien performé. On n'avait aucune raison d'aller ailleurs. Et en termes de financement, donc on a eu deux opérations, une en 2018, donc là qui est présentée Pre-Seed, donc en français le pré-amorçage, avec déjà la famille, des amis et des business angels lyonnais. Et on a levé 730 000 euros. Par-dessus, on a fait du levier avec de la dette BPI plus dette bancaire. De tête, on a fait un peu plus de 2 millions au total. Louis, c'était un choix à ce moment-là de ne pas accueillir d'investisseurs professionnels ou la maturité de la société était insuffisante? Comment ça s'est passé? Un peu des deux, c'est-à-dire que le processus de levée de fonds auprès des business angels était assez rapide. C'était 2 réunions, 2 rencontres et leur décision était prise. Il n'y a pas eu d'audit, etc., etc. Donc c'était très rapide. On n'a pas eu besoin de monter un dossier. Donc voilà, et tes besoins restaient raisonnables. Nos besoins étaient limités. L'intensité capitalistique. Et des fonds ne nous auraient pas reçus parce qu'on n'avait pas le BP qui allait bien, parce qu'on n'avait pas la story, on n'avait pas l'histoire qu'il aurait fallu raconter. Et puis un an plus tard, on a accéléré, on a vu qu'on commençait à avoir de la traction au niveau du marché, que l'équipe, il fallait qu'elle grandisse beaucoup. Et donc on a fait une deuxième opération de financement. Et là, on s'est professionnalisé dans la levée de fonds. On a passé beaucoup de temps à la préparer. On a fait un roadshow. Et on a levé, je m'en souviens plus, donc 2,3 millions auprès de 3 fonds d'investissement, Demeter, bien sûr, qui est là aujourd'hui, Créaxi et BPI. BPI F3A, leur fonds d'amorçage. Et puis, on a renforcé le tour avec les historiques, plus quelques business angels supplémentaires. Voilà, donc ça, c'était notre amorçage. Et puis là, 2021, on se lançait sur une opération de série A. Donc voilà, je commençais à me professionnaliser dans les levées de fonds, à le faire de plus en plus. Et puis finalement, un acteur nous a détourné de ce plan et on a une opération qui est en cours de closing où on va accélérer la société de façon très significative. Aujourd'hui, on est 20 personnes. Donc là, on a un plan de recrutement de 30 personnes sous 18 à 24 mois. Donc c'est très bien pour la société, on va pouvoir être accéléré. Pour information, donc tout est développé, on est à Dardilly, au nord de Lyon, tout est développé au nord de Lyon. Les box, les produits qu'on a montrés sont faits dans la Loire. J'ai oublié le nom de la ville, mais voilà, il y a une entreprise dont on est très content, notre fournisseur fabricant d'électronique. Et on m'a demandé de faire un petit retour sur les apprentissages. C'est le slide d'après. Ah, c'est coupé, c'est pas grave. Oui, on ne voit pas très bien, c'est dommage. Donc, moi, mes apprentissages sur cette expérience. Première chose, c'est, à mon avis, pour les entrepreneurs, le premier point, c'est le réseau. Ces connexions, les personnes qu'on connaît, les mises en relation qu'on peut obtenir et les références qu'on peut obtenir. Et ça vaut pour tous les sujets et évidemment pour le financement. Vous demandez un emprunt à la banque va se renseigner sur vous, va faire un petit audit des credentials de l'emprunteur. Quand vous faites une levée de fonds, les fonds d'investissement, pareil, ils vont faire un audit. Quand vous allez chercher à recruter des personnes, les personnes vont chercher à se renseigner sur vous. Lorsque vous allez chercher à trouver des clients, les mises en relation, le réseau est extrêmement utile. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose à cultiver, c'est le réseau des fondateurs de la société. Et si on fait le lien avec le fonds, ça veut dire aussi organiser, insérer ce fonds, c'est l'idée, dans un écosystème plus global avec beaucoup de liens, beaucoup de transversalité. Je pense que ça rejoint bien ce point. Oui, c'est une des valeurs c'est la valeur ajoutée des fonds d'investissement, c'est qu'ils ont un réseau, ils peuvent apporter la force de ce réseau à leur participation. Et c'est très utile pour trouver des clients, trouver des futurs investisseurs, éventuellement même faire des recrutements, donc c'est important.
Ah oui, donc le deuxième point, ça me revient, donc c'est ce que j'appelle la dualité de l'innovateur. Vous avez une idée, vous êtes convaincu que cette idée va révolutionner le monde, et quand vous la portez en tant que projet économique, industriel, cette idée, elle est confrontée à la réalité. Et la réalité peut être assez brutale et peut vous faire penser que vous vous êtes planté. Et en fait, là, il faut être un petit peu schizophrène parce que si on a une conviction, il ne faut pas la lâcher, sa conviction. Si on est intimement convaincu de quelque chose, qu'on y a bien réfléchi, qu'on a la démonstration qu'il y a une vérité, il ne faut pas la lâcher. Mais par contre, les clients, finalement, c'est la réalité. Les clients, est-ce que le client a passé une commande ? Est-ce qu'il repasse une commande ? Est-ce que ça lui a été utile ? Est-ce qu'il s'en sert à nouveau ? Et c'est là où il faut en même temps être très flexible. Il faut savoir être à l'écoute du marché, des clients. Moi, je n'ai pas rencontré un seul entrepreneur qui avait la vision, qui avait l'idée juste du premier coup. C'est faux. Il n'y a jamais personne qui a eu l'idée de génie. On regarde toutes les histoires de Facebook, de Airbnb, de Uber, etc. Ils étaient à côté de la plaque au début. C'est normal. Et ce qu'il faut, c'est faire les mini-pivots tout en gardant une conviction, tout en conservant une détermination. Ce qui n'est pas toujours facile. Et ensuite, pour croiser avec ce que tu disais, Christophe, sur la levée, pour moi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que on n'avait pas levé auprès de fonds d'investissement sur le premier tour parce qu'on aurait perdu notre temps. Et quand on lève, ça c'est mon expérience 2021, soit on le fait pleinement, donc pleinement ça veut dire le business plan qui est au top, le pitch qui est au top, les références clients, le track record, etc., tout qui est optimisé, son plan de rencontre avec des investisseurs potentiels. Et donc ça, c'est entre la moitié et les 2/3 de son temps. Et puis après, on s'occupe des clients et de l'entreprise, de l'équipe, à ses heures perdues. Mais il ne faut pas chercher à lever... en tâche de fond. En tâche de fond, c'est impossible, ça ne marchera pas. Donc bien se préparer et se donner les moyens. Je crois que malheureusement, on a épuisé le temps qui nous était alloué. Donc je vous propose de prendre des questions. J'espère qu'il y en a en off après la session auprès de tous les participants que je remercie pour leur participation et je vous remercie de votre écoute. À bientôt.